Salut, je suis Méric. J'ai tourné dans l'allée de mes parents juste au moment où les lumières du porche se sont allumées. Les soirées chez eux me semblaient toujours les mêmes, peu importe la raison ou la saison. Ce soir était censé célébrer le fait que mon frère aîné avait remporté un prix d'entreprise locale, et toute la maison bourdonnait avant même que j'atteigne les marches de l'entrée. Je me suis arrêté un instant à la porte, prenant une profonde inspiration, laissant le bruit se calmer à travers le cadre. Je savais déjà où la nuit me placerait. Quelque part sur les bords, assez près pour être témoin, mais jamais assez près pour compter. À l'intérieur, la chaleur et les bavardages se déversaient dans le hall. Des manteaux pendaient à chaque crochet, rappel de la plénitude de la maison lorsque tout le monde rentrait à la maison. J'ai traversé le salon en hochant la tête à quelques salutations qui traversaient à peine la conversation. Ce n'était pas impoli, exactement. C'était juste une habitude. Ils avaient leur schéma et j'avais ma place à l'intérieur de ces schémas. Au moment où j'ai atteint la salle à manger, chaque siège de la longue table était occupé. Ma mère a pointé du doigt sans lever les yeux de sa conversation. « Tu peux t'asseoir là, Méric. » L'endroit qu'elle indiquait était près de l'entrée de service, la chaise la plus proche de l'endroit où le personnel de restauration entrait avec des assiettes fraîches. Je me suis dirigé vers elle sans m'arrêter. Cette chaise m'attendait toujours, peu importe l'occasion. J'ai posé mon manteau derrière le siège et je me suis assis. La chaise a vacillé un peu, une jambe inégale contre le carrelage. Un flux constant d'air froid provenant de la ventilation a effleuré l'arrière de mon cou. De l'autre côté de la pièce, mes frères se penchaient vers mon père, riant de quelque chose du travail. J'ai écouté sans essayer de me joindre à eux. J'avais appris il y a longtemps que la conversation se déroulait très bien sans moi. Les regarder maintenant a détaché une série de vieux souvenirs. Des cérémonies scolaires où mon père applaudissait bruyamment pour mes frères, puis croisait les bras au moment où mon nom apparaissait dans le programme. Les photos de vacances où il me plaçait légèrement derrière les autres, pour que la taille paraisse uniforme, même si j'étais à peine plus grand d'1 pouce. Je n'en voulais plus comme avant. J'avais atteint une compréhension, le genre qui grandit lentement comme des sédiments. On ne la sent pas se construire jusqu'au jour où le poids vous surprend. L'odeur de poulet rôti a flotté alors que les serveurs apportaient les plats principaux. L'un d'eux m'a tendu une pile de cuillères comme si je travaillais là. J'ai légèrement soulevé la cuillère et j'ai cherché où les poser. Ma mère a aperçu le moment et a ri doucement. Ils se font trop facilement dans le décor, a-t-elle dit à la table. Quelques rires ont suivi. J'ai souri avec eux parce que c'était plus facile que de demander pourquoi la blague tombait toujours sur moi. Quand mon père s'est levé pour porter un toast, tout le monde s'est tu. Il a parlé fièrement de mes frères, récitant des détails de leur carrière, de leurs jalons, de leur famille. J'ai attendu que le rythme de sa voix se tourne vers moi, même brièvement. Ce n'est pas arrivé. Il a levé son verre. J'ai légèrement touché le mien à la table pour qu'il ne semble pas que j'hésitais. Le dessert est arrivé et a disparu dans le flou habituel. Les gens se sont regroupés en petits cercles de discussion, et je me suis retrouvé à écouter à moitié des histoires dont je ne faisais pas partie. La chaise a grincé alors que je bougeais, essayant de soulager la pression qui montait derrière mes côtes. Des nuits comme celle-ci me laissaient me demander si mes efforts pour éviter les conflits avaient protégé quelqu'un ou m'avaient simplement rendu plus facile à oublier. Finalement, l'énergie dans la pièce s'est adoucie, et les gens ont commencé à se préparer à partir. J'ai repoussé ma chaise, j'ai pris mon manteau et je me suis glissé sur le côté de la salle à manger. Personne n'a remarqué que j'étais le premier à me lever. Personne n'a demandé si je serais au prochain rassemblement. Je ne le prenais plus personnellement, mais le calme de la situation m'a suivi dans le couloir. Dehors, l'air frais de la nuit semblait plus clair que tout ce qui s'était passé à l'intérieur. J'ai marché vers ma voiture, les clés à la main, rejouant le dîner comme si je cherchais un moment que j'aurais pu mal interpréter, mais tout était trop familier. Le genre de familiarité que l'on cesse de remettre en question parce qu'elle ne change jamais. En atteignant la portière du conducteur, une pensée m'a assailli, assez vive pour me couper le souffle pendant une seconde. Le moteur a ronronné alors que je quittais l'allée de mes parents, ma cravate encore desserrée après le dîner qui ressemblait plus à un bruit de fond qu'à une célébration. Je n'ai pas allumé la radio, j'ai juste conduit en silence, laissant les lampadaires jaunes s'étaler sur le pare-brise. Céleste m'avait envoyé un SMS il y a 3 heures. Ne sois pas en retard cette fois. Ça se répercute sur moi. Pas sur nous. Sur moi. Ce mot m'a frappé plus fort qu'il n'aurait dû. Les Armitage vivaient à seulement 20 minutes,
niché dans l'un de ces quartiers bien entretenus où même les haies semblaient chères. Je me suis garé le long du trottoir car l'allée était déjà pleine. Des BMW, une Tesla, même un suburban noir rutilant avec des plaques de concessionnaire. C'était la soirée de Clive, après tout. On venait de lui confier les rênes de l'entreprise familiale comme si c'était un droit de naissance, une entreprise de logistique, un héritage de 3e génération. J'ai redressé mon col avant de me diriger vers la porte d'entrée. Des fenêtres, je pouvais voir des gens déjà en train de se mêler à l'intérieur, des flûtes à la main, pas des gobelets en plastique. Une musique s'échappait, un jazz doux comme celui qu'on entendrait dans un salon d'hôtel. En entrant, l'odeur de lavande et de bois poli m'a enveloppé. Céleste se tenait près des escaliers, un verre de vin à la main, la posture parfaite. Elle m'a regardé, mais n'a pas bougé. Sa mère, Myriam, m'a repéré la première. Son sourire était tendu, mince comme un fil. « Oh, Méric est arrivé », a-t-elle dit, assez fort pour que les 3 invités près d'elle l'entendent. On se demandait s'il avait encore eu des problèmes de voiture. Il y eut un rire poli, le genre qui coupe plus parce qu'il fait semblant de ne pas le faire. J'ai légèrement hoché la tête en répondant « Non, je viens juste du dîner de ma famille ». Céleste s'est approchée, non pas pour me saluer, mais pour me guider par le coude vers un groupe d'invités près de la salle à manger. « Souris plus », a-t-elle murmuré entre ses dents. « Essaie de ne pas te tenir comme si tu ne savais pas où tu es. » Elle s'est tournée vers le groupe. « Tout le monde, voici mon mari, Méric. Il travaille quelque part dans la gestion de projet. » Son sourire n'a pas tout à fait atterri. « Assez stable, je suppose. » Il y a eu un moment, ce genre de moment où vous êtes sûr que tout le monde a remarqué, mais personne ne le reconnaîtra. J'ai hoché poliment la tête. L'homme en costume bleu marine à côté de moi a levé son verre dans un demi-toast et a dit « Ah, derrière chaque femme qui réussit, n'est-ce pas ?» Ils ont de nouveau ri. Je suis resté là, pas en colère, pas encore, juste en me ratatinant à l'intérieur. On se dit que ces choses n'ont pas d'importance, qu'on est plus fort que ça, qu'on n'est pas là pour la validation. Mais quand votre nom est réduit à un bouche-trou aux côtés de votre propre femme, quelque chose de petit à l'intérieur commence à se déchirer. Le dîner était servi sous forme de buffet, mais la table avait quand même des places assignées. Une nappe blanche parcourait toute la longueur avec des bougies brillant entre les assiettes. J'ai cherché ma place. Chaque carton nominatif était magnifiquement imprimé. Clive Armitage, PDG élu, Myriam Armitage, Peter Armitage. Mes yeux continuaient de balayer, attendant Méric Dalton en caractère similaire. Au lieu de cela, j'ai trouvé un seul carton dans le coin le plus éloigné. Monsieur juste cette seule lettre, comme une note de bas de page. Je l'ai pris lentement, je l'ai tenu entre mes doigts plus longtemps que je n'aurais dû. Puis, sans trop réfléchir, je l'ai glissé dans la poche de ma veste. Quelque chose me disait que cela signifierait plus tard, même si je ne savais pas comment. Je me suis tenu près du mur pendant que les autres s'installaient dans leurs chaises. Personne ne m'a fait signe de les rejoindre. Céleste est passée et a murmuré « Pourquoi te tiens-tu comme ça ? Tu rends les choses bizarres. Interagis avec les gens. Essaie de ne pas avoir l'air si perdu. » Je l'ai regardé. Vraiment regardé. J'essaie. Je ne savais pas qu'il y avait des attentes. Elle a soupiré et a souri aux invités. C'est ça le problème, Méric. Tu ne sais jamais ce qu'on attend. Clive a fait teinter son verre pour attirer l'attention. Puis-je avoir une minute, tout le monde ? Il se tenait à la tête de la table, confiant, se prélassant dans la lueur du succès hérité. Tout le monde s'est tu. Je veux juste vous dire merci, a-t-il commencé. À ma famille, à tous ceux qui m'ont soutenu. Prendre la direction de l'entreprise, ce n'est pas seulement une question d'affaires. C'est une question d'héritage, et je compte l'honorer. Applaudissements. Puis Peter Armitage, le père de Céleste, est intervenu de sa place. Il a levé son verre et a ajouté, et n'oublions pas Méric, il a fait une pause. L'homme qui prouve qu'on n'a pas besoin d'ambition pour survivre. Il suffit de bien se marier. La pièce a éclaté de rire. Un rire vraiment aigu, secouant les épaules. Mon cœur n'a pas battu la chamade. Il a coulé. Le genre de naufrage qui vous serre les côtes de l'intérieur. J'ai souri. J'ai souri parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Parce que si je me levais et que je disais ce que je voulais dire, ce serait moi qui gâcherais la soirée. Je serais la blague et la chute.
Céleste ne m'a pas regardé. Personne ne l'a fait. Plus tard, alors que le rire s'estompait en un léger bavardage, je me suis retrouvé près de l'entrée de la cuisine. Quelques invités ont évité mon regard. Je pouvais sentir les questions derrière leur regard poli. Était-il en colère? Était-il offensé? Fera-t-il une scène? Céleste est passée et s'est penchée juste assez pour marmonner, ne fais pas en sorte que ça tourne autour de toi. Papa plaisantait. Ne nous embarrasse pas, le mot « nous » ne ressemblait pas à une équipe. Il ressemblait à une frontière. Une ligne tracée avec moi du mauvais côté. Je suis sorti sur le patio. L'air de la nuit n'était pas froid, mais j'ai quand même croisé les bras, juste pour sentir quelque chose de solide autour de moi. J'ai regardé à travers la vitre les gens à l'intérieur, riant, buvant, passant ce moment comme s'ils n'avaient pas abattu quelqu'un. J'avais été négligé auparavant, même oublié. Mais ce soir, c'était différent. Ce soir, je n'étais pas seulement ignoré. J'étais utilisé. La chute, la cible facile. Le rire à l'intérieur avait commencé à se fondre en un long bourdonnement. Je me tenais sur le patio des Armitage, les mains dans les poches, regardant les haies taillées et la pelouse bien éclairée. Le doux ronronnement du ventilateur de plafond au-dessus de moi, l'odeur des bougies aux agrumes. Chaque détail me rappelait à quel point cet endroit était poli. À quel point tout cela semblait artificiel quand on savait qu'on n'y appartenait pas. À travers la vitre coulissante, je les ai regardés. Céleste, Clive, Myriam, Peter, tous se déplaçant en rythme, comme une routine bien rodée. Ils riaient facilement. Leurs mains bougeaient comme s'ils étaient toujours observés. C'était le genre de monde qui vous disait de garder les épaules carrées et le sourire sans effort, même quand quelqu'un s'en prenait à votre dignité. J'ai pris une lente inspiration, j'ai expiré, j'ai essayé de me débarrasser de la piqûre de ce qui s'était passé pendant le toast. J'avais déjà été insulté, mis de côté de manière subtile, mais ceci. Ça restait. Ça ne rebondissait pas comme avant. Ça s'est installé. Une légère brise s'est levée. Effleurant le côté de mon visage, je me suis approché de la balustrade, les paumes posées sur le bois chaud, et je me suis laissé dériver dans un souvenir auquel je n'avais pas pensé depuis des années. J'avais 12 ans. Mes frères étaient dans le salon, parlant juste assez fort pour être entendus à travers la porte entr'ouverte. L'un d'eux avait dit, Mara finira probablement assistante de quelqu'un ou quelque chose comme ça, juste heureuse d'être dans la pièce. Ils ont ri. Je me tenais dans le couloir, tout comme je me tenais maintenant, dehors. Écoutant quelque chose que je n'étais pas censé entendre. Je ne leur ai jamais dit, je n'en ai jamais parlé, je me suis juste dit qu'être facile à vivre rendait les choses plus simples. Maintenez la paix. Mais la paix ne signifie pas grand-chose quand elle vous rend invisible. Un tintement de verre derrière moi m'a tiré de ma rêverie. Je me suis légèrement tourné, j'ai aperçu Céleste traversant la cuisine, ses talons claquant avec détermination. Elle ne m'avait pas cherché, n'avait même pas vérifié si j'étais toujours là. J'ai poussé la porte doucement et je suis rentré à l'intérieur. Le changement de température a été immédiat, plus frais, contrôlé. La conversation a coulé autour de moi comme si je n'étais pas là. Céleste riait avec un couple près de la table des boissons. Clive avait accaparé un petit groupe, parlant avec animation des améliorations de la chaîne d'approvisionnement et du capital investissement. Personne ne m'a vu. Ou peut-être l'ont-ils fait et ont-ils choisi de ne pas le faire. J'ai commencé à marcher vers le placard à manteau pour prendre ma veste. Peut-être que je partirais tôt. Je dirais que je ne me sentais pas bien. Mais alors, juste avant de tourner le coin, j'ai entendu des voix. Basses, intimes. La voix de Myriam d'abord, vive, amusée. Honnêtement, je ne sais pas ce que Céleste lui trouve. Je me suis figé. Céleste a répondu, sa voix plus basse mais pas prudente. Moi non plus, mais il est inoffensif et il paie la moitié des factures. Au moins jusqu'à ce que je sache quoi faire ensuite. Elles ont toutes les deux ri. Pas fort, pas cruel en surface, mais c'est ce qui rendait la chose pire. Puis Céleste a ajouté, ne t'inquiète pas, maman. Je n'ai pas l'intention de le garder pour toujours. Mes pieds semblaient cloués au sol. Ma poitrine s'est creusée. Le couloir a légèrement tourné, non pas à cause du mouvement, mais à cause de l'inclinaison soudaine de tout ce que je pensais savoir. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle m'aime comme elle le faisait quand on avait 25 ans. Mais je ne m'attendais pas non plus à être un bouche-trou, une ligne budgétaire, quelque chose de temporaire.
J'ai reculé prudemment, mes talons ne faisant aucun bruit sur le parquet. Je ne voulais pas voir leur visage. Je ne voulais pas qu'elles voient le mien. Pas comme ça. De retour sur le patio, je me suis appuyé contre le cadre de la porte et j'ai regardé le vide. Mes mains tremblaient. Ce n'était pas de la rage, du moins pas encore. C'était quelque chose de plus froid, un mélange de trahison et de clarté. J'ai rejoué ce que j'avais entendu, essayant de trouver une manière généreuse de l'interpréter. Il n'y en avait pas. Céleste ne m'avait pas défendu au dîner parce qu'elle croyait en moi. Elle l'avait fait parce qu'elle avait honte de moi. Embarrassée que je puisse briser l'image qu'elle s'efforçait de maintenir. Et maintenant je savais la vérité. Elle ne me voyait pas comme son mari. Elle me voyait comme une obligation. Je suis resté là, sans bouger, pendant ce qui a semblé un long moment. La bougie sur la table du patio vacillait, projetant une douce lueur sur le sol en dalle. À l'intérieur, quelqu'un a légèrement monté la musique. La vie a repris dans cette maison comme si je n'avais pas juste entendu une conversation qui avait fendu quelque chose de large en moi. J'ai pensé à tous les moments qui ont précédé ces commentaires. J'ai ignoré les regards en coin quand je partageais des idées. Les changements soudains de sujet quand je parlais trop longtemps. Les moments où elle retirait sa main un battement trop vite. Tout prenait sens maintenant. Je n'étais pas seulement négligé. J'étais en train d'être éliminé. Et voici la partie qui m'a surpris. Je n'étais pas anéanti. J'étais éveillé. Pas en colère. Pas encore. Mais alerte, conscient, comme entendre un bruit dans votre maison qui ne devrait pas être là et réaliser que quelque chose ne va pas depuis plus longtemps que vous ne l'admettiez. Je suis resté dehors quelques minutes de plus, laissant la prise de conscience s'installer dans mes os. Quand je suis finalement rentré à l'intérieur, la fête s'était tournée vers les desserts et les adieux. J'ai traversé la pièce comme une ombre, intouchée, inaperçue. Mais cette fois, je ne me ratatinais pas. Je ne me cachais pas. Quelque chose se formait en moi. Une ligne, une frontière, et je n'étais pas encore sûr de ce que je ferais ensuite. Mais je savais avec certitude ce que je ne continuerais pas à faire. La lumière du soleil filtrait à travers les stores en rayures, tombant sur la commode comme des lignes nettes divisant une vie d'une autre. J'ouvris lentement les yeux, toujours dans mes vêtements de la veille. Je n'avais pas prévu de dormir. J'avais dû m'effondrer d'épuisement après 3 heures du matin. Le silence dans la maison n'était pas apaisant. Il était épais, presque délibéré. Je m'assis et regardai le côté du lit de Céleste, déjà vide. Pas de bruissement, pas d'odeur de son shampoing, pas de mouvement, juste l'immobilité. C'est alors que je les vis. Une pile de papier bien rangée, laissée soigneusement sur le dessus de la commode. Je n'avais pas besoin de m'approcher pour savoir ce que c'était. Format légal, agrafé ensemble. Pas de notes autocollantes ni d'explications. Juste en attente, comme si je les avais demandés. Des documents de divorce. Je restai là un moment, pieds nus sur le sol en bois froid, laissant le poids du moment s'installer sur ma poitrine. Pas de mots, pas de conversation, pas de dispute, juste une exécution. Même une lettre de démission reçoit plus de cérémonie que ça. Je l'ai pris et parcouru la première page. Phraséologie standard. Différence irréconciliable. Sans faute, sans feu, juste une clôture, rédigée cliniquement et préparée pour signature. Je l'ai reposée sans tourner plus loin. Une petite partie de moi voulait rire. Une autre voulait crier. Au lieu de cela, je me dirigeais simplement vers la cuisine. La maison avait l'air comme d'habitude. Trop propre, trop symétrique, comme une mise en page de magazine que personne n'osait déranger. Pendant que le café infusait, je m'appuyais sur le comptoir et regardais par la fenêtre au-dessus de l'évier. L'arroseur du voisin tournait en arc rythmique sur une pelouse bien entretenue. Je n'arrêtais pas de rejouer la nuit dernière. Sa voix, son rire, la certitude de ses paroles. Je n'ai pas l'intention de le garder pour toujours. Je pensais à tous les « je suis juste fatigué ». Tous les « tu réfléchis trop ». Et comment j'avais mis ça sur le compte du stress, de la pression de sa famille, du travail. Je m'étais laissé croire qu'être patient était une vertu, que lui donner de l'espace était ce que les bons maris faisaient. Mais peut-être que je ne lui avais donné que de l'espace pour planifier ma sortie. Mon téléphone vibra sur l'îlot de la cuisine. Je le pris distraitement, m'attendant à une alerte de calendrier ou peut-être à un email de travail, mais c'était un texto d'un numéro inconnu.
Tu dois savoir ce que ta femme prévoit aujourd'hui. Vérifie le dossier avant midi. Je fixai l'écran. Pas de nom, pas d'image, juste des mots qui flottaient dans l'air. Au début, je pensais que c'était une mauvaise blague, ou pire, du spam. Mais mon instinct se tordit d'une manière qui me dit que ce n'était pas aléatoire. Je tapais sur le message et trouvai un lien sécurisé. Hésitant, je passai mon pouce au-dessus. Une partie de moi disait de le laisser. Peut-être que je ne voulais pas en savoir plus. Mais cette voix dans ma tête, celle qui m'avait gardé silencieux toutes ces années, était plus faible maintenant. Je cliquai. Le lien ouvrit un dossier sécurisé intitulé « Stratégie de divorce phase 2 ». Ma gorge s'assécha. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran, des fils de messages entre Céleste, Myriam, Clive et une avocate nommée Marcy Godwin. Chaque conversation était datée, chaque horodatage, chacun coupant plus profondément que le précédent. Un message de Céleste disait « Il signera. Il fait toujours ce qui maintient la paix ». Un autre de Clive poussait l'angle de l'instabilité émotionnelle. Faites-le paraître dépendant. Le tribunal s'occupera du reste. Je fis défiler avec incrédulité. Ils s'étaient coordonnés, avaient élaboré une stratégie, non pas seulement un divorce, mais une mise à mort. Ils parlaient de geler les comptes, d'isoler les actifs, de me presser de signer rapidement avant qu'il ne retrouve ses esprits. Il y avait même des brouillons de déclarations qu'il pourrait utiliser pour expliquer la séparation à des amis, à des clients. Céleste avait surligné des phrases comme « décision mutuelle » et « séparation à l'amiable », tout en travaillant simultanément en coulisses pour me vider les poches. Mes mains tremblaient. Je copiai le dossier sur mon ordinateur portable, vérifiai les métadonnées. C'était réel, aussi. Les noms, le ton, les horodatages, tout correspondait à tout ce que j'avais ressenti mais jamais confronté. Mais qui me l'avait envoyé? Quelqu'un de l'intérieur, quelqu'un qui en avait assez entendu pour se sentir mal à l'aise. Ou peut-être qu'il voulait m'utiliser. Je ne pouvais pas savoir. Pas encore. Je m'assis à table, le cœur battant la chamade. Il ne s'agissait plus seulement d'un mariage raté. Il s'agissait de survie. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait me fit sursauter. Je fermai rapidement l'ordinateur portable et glissai le téléphone dans ma poche. Un instant plus tard, Céleste entra dans la cuisine en fredonnant. « Tu es debout tôt » dit-elle en laissant tomber ses clés dans le bol en céramique près de la porte. Je hochai la tête, je n'ai pas pu dormir. Elle sourit, légère, désinvolte. J'ai pris quelques trucs au magasin. Je pensais faire un brunch. Elle ouvrit le réfrigérateur, sortit des œufs, des épinards, du fromage de chèvre hors de prix. Elle bougeait comme si de rien n'était, comme si nous n'étions pas au bord de quelque chose d'irréversible. « Ça va » demanda-t-elle sans me regarder. Je hochai de nouveau la tête. « Juste fatigué. »« Eh bien, » dit-elle en cassant un œuf dans la poêle. « Tu te sentiras mieux après avoir mangé. » Je l'observais attentivement, chaque mouvement calculé, fluide. Je me demandais combien d'autres jours elle avait souri comme ça en complotant quelque chose de complètement différent. J'ai failli le dire tout de suite. J'ai failli tout laisser tomber sur la table et lui demander qui était Marcy Godwin. Si Clive l'avait aidé à rédiger la stratégie. Si, il signera, était la seule chose qu'elle croyait encore de moi. Mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Parce que pour la première fois, le silence n'était pas une reddition. C'était une préparation. J'avais besoin d'en savoir plus. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin de temps. Elle posa une assiette devant moi, m'embrassa distraitement sur le front. Mange pendant que c'est chaud. Je lui fis un mince sourire. Merci. À l'intérieur, mon esprit parcourait déjà chaque compte, chaque actif, chaque document que j'avais autrefois pensé sans importance. J'avais été stupide avant, mais plus maintenant. Parce que la trahison, une fois exposée, n'est pas seulement de la douleur. C'est une feuille de route. Et j'avais l'intention de suivre chaque virage. On a frappé juste après 1 heure. Pas fort, pas précipité, mesuré. Comme si celui qui se tenait dehors savait exactement ce qu'il venait faire. Je venais de rincer ma tasse de café et je m'essuyais les mains quand je l'ai entendu. Un rythme doux contre la porte d'entrée. J'ai hésité. Après tout ce qui s'était passé ce matin, chaque cellule de mon corps était câblée pour s'attendre au pire. J'ai ouvert lentement.
Un homme plus âgé se tenait sur le porche, la posture droite malgré le poids de la chaleur. Son costume gris était impeccablement repassé, une cravate conservatrice nouée au sous son col, des lunettes à monture métallique perchées sur son nez, captant un rayon de soleil. « Méric Dalton ?» a-t-il demandé, la voix douce mais formelle. J'ai hoché la tête. Il a fouillé dans sa poche intérieure et en a sorti une enveloppe de couleur crème. Pas d'adresse de retour, pas de sceau, juste mon nom sur le devant, écrit à la main dans une écriture familière et inclinée. Je connaissais cette écriture. Je ne l'avais pas vue depuis plus d'1 an, mais je la connaissais mieux que la mienne. Celle de mon père. L'homme n'a offert aucune explication. Il a simplement fait un léger signe de tête, s'est retourné et a descendu les marches vers une berline sombre, au ralenti près du trottoir. La portière du conducteur s'est ouverte avant même qu'il ne l'atteigne. Un rythme, une routine bien rodée. Je suis resté dans l'embrasure de la porte pendant quelques secondes avant de la fermer derrière moi et de verrouiller le pêne dormant. De retour dans la cuisine, j'ai posé l'enveloppe sur le comptoir et je l'ai juste regardée. Papa était parti depuis près de 8 mois. Arrêt cardiaque, sans avertissement, sans préavis. 1 minute, il lisait le journal et la suivante, parti. Il n'était pas un grand écrivain. Ses emails étaient courts, ses cartes d'anniversaire génériques, mais ceci. C'était autre chose. J'ai glissé un doigt sous le rabat et je l'ai ouverte. La lettre à l'intérieur était datée de 6 mois plus tôt. Méric, si tu lis ceci, c'est que le scénario que je craignais s'est réalisé. Je me suis assis avant de pouvoir terminer la 2e ligne. La pièce semblait plus froide. Ou peut-être que c'était moi. Il a continué en expliquant qu'il avait gardé le silence sur une série de problèmes de santé, de nombreux AVC, une oppression thoracique, des pertes de mémoire. Il n'avait pas voulu m'inquiéter, ni personne d'ailleurs. Mais la lettre ne concernait pas seulement sa santé. Il a écrit sur ses regrets, sur les moments où il aurait dû me défendre et ne l'a pas fait, sur la façon dont il a laissé les voix les plus fortes de la famille définir mon rôle et négliger ma valeur. Il a dit qu'il avait vu comment je gérais la pression, comment je maintenais la paix sans renoncer à ma dignité, même quand les gens supposaient que c'était ce que je faisais. Tu n'es pas le maillon faible, Méric, a-t-il écrit. Tu es celui en qui j'ai confiance pour porter ce qui compte vraiment. Ma gorge s'est nouée. Scotchée au bas de la lettre se trouvait une petite clé, du genre de celle qu'on utilise pour un coffre-fort. En dessous, il avait griffonné, quand le moment sera venu, ouvre le coffre. Tu comprendras tout alors. Je l'ai lu 3 fois, peut-être 4. J'ai laissé les mots s'installer dans les fissures qui se formaient dans ma journée. Je n'avais pas pleuré à sa mort, ni au service, ni après. Mais je suis resté assis là, serrant la lettre, et pour la première fois depuis des semaines, je ne me suis pas senti humilié ou en colère. Je me suis senti anéanti parce que mon père m'avait vu. Il avait vu ce que personne d'autre n'avait vu, et il en avait laissé la preuve, non seulement en sentiment, mais en instruction. Je me suis assis sur le canapé, la lettre sur mes genoux, les coudes sur les genoux. Était-ce pour ça que la journée s'était déroulée ainsi? Était-ce sa façon de tendre la main depuis l'au-delà et de dire « Lève-toi maintenant ». Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis comme ça. Le temps s'est estompé. La lumière du soleil a traversé la pièce. Mon rythme cardiaque a ralenti pour devenir quelque chose de stable. Puis j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Les talons de Céleste ont claqué sur le carrelage de l'entrée. J'ai essuyé mon visage et j'ai replié la lettre dans l'enveloppe. Elle est entrée, tenant un sac de courses et fredonnant doucement. Et, a-t-elle dit en me jetant un coup d'œil, puis à l'enveloppe. Quelqu'un a déposé une facture? Non pas, qu'est-ce que c'est, ou, ça va, mais, une facture. Je l'ai regardée et je n'ai pas répondu tout de suite. Sa voix n'était pas chaleureuse. Elle n'était pas curieuse. Elle était calculatrice, comme si elle mesurait ma réaction. Le regard désinvolte qu'elle a jeté vers le papier n'était pas innocent. Il était stratégique. Elle vérifiait si j'avais trouvé quelque chose ou si quelqu'un d'autre m'avait mis la puce à l'oreille. J'ai marmonné quelque chose à propos de courrier publicitaire, et elle est passée au réfrigérateur, déchargeant du lait d'amande et des fraises. Elle n'a pas insisté. Ça m'en a dit assez. Elle savait déjà que quelque chose avait été mis en branle. Quand elle a quitté la pièce pour prendre un appel, je suis retourné à l'enveloppe. Quelque chose à l'intérieur a de nouveau froissé, quelque chose que je n'avais pas remarqué. Une 2e feuille pliée, glissée derrière la lettre. Je l'ai dépliée lentement.
C'était une photocopie, un projet juridique, un document d'un des avocats de mon père. Plan de succession, première ébauche. Mon nom était inscrit seul sous « bénéficiaire unique ». Pas Clive, ni aucun de mes frères, ni même maman, juste moi. Sous les lignes dactylographiées, dans l'écriture incomparable de papa, se trouvait une dernière note. Ils viendront pour ça. Protège-toi. J'ai regardé, la mâchoire pendante. Chaque message, chaque changement de comportement de Céleste, chaque insulte de sa famille, chaque mouvement stratégique déguisé en préoccupation. Ils ne se contentaient pas de divorcer. Ils essayaient de me retirer avant que je ne découvre cela. Ils supposaient que je n'avais rien, mais quelqu'un dans leur cercle soupçonnait la vérité. Je me suis levé, j'ai plié les documents et je les ai remis dans l'enveloppe, que j'ai délicatement placée dans le tiroir de mon bureau. Ce n'était pas de la rage qui bouillonnait en moi. Plus maintenant. C'était de la clarté. Papa ne m'avait pas choisi parce que j'étais le plus ambitieux ou le plus bruyant. Il m'avait choisi parce que je comprenais comment endurer, comment tenir bon quand le sol bouge, comment survivre aux tempêtes, non pas en criant, mais en restant immobile quand les autres paniquent. Céleste pensait que j'étais faible. Sa famille avait construit toute une image de moi comme un simple bouche-trou. Mais mon père voyait un héritage, et je n'allais pas le gaspiller. Je me suis approché de la fenêtre et je l'ai regardé dans le jardin au téléphone, riant légèrement en faisant les 100 pas près de la clôture. Elle pensait qu'elle avait une longueur d'avance. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. La clé était petite dans ma poche, mais lourde, non seulement en poids, mais en signification. Je pouvais encore entendre les mots de papa dans ma tête. Tu comprendras tout alors. Au moment où je suis arrivé sur le parking de la banque, le soleil de l'après-midi avait juste assez baissé pour projeter une longue ombre sur les vitres de l'entrée. L'endroit semblait presque vide, inhabituellement calme pour un jour de semaine. J'ai vérifié l'heure. 16h11 à l'intérieur, l'air était frais et immobile. Le murmure de fond habituel manquait. Pas de clavier qui cliquette, pas de bavardage au guichet. C'était presque trop calme. C'est alors que je l'ai repéré. Monsieur Alverson, plus âgé, grand, mince, avec une chevelure blanche qui semblait n'avoir pas bougé depuis l'administration Reagan. Il s'est levé dès qu'il m'a vu, lissant sa cravate comme s'il attendait cette visite depuis des mois. Monsieur Dalton, a-t-il dit avec un signe de tête solennel. Nous vous attendions. Nous. Je l'ai suivi au-delà des bureaux et dans un couloir latéral. Il a déverrouillé une porte avec un clavier codé, puis m'a fait signe d'entrer. Un bureau privé, sans fenêtre, un bureau, 2 chaises. Un petit coffre-fort boulonné au sol dans le coin. Il a fermé la porte derrière nous et l'a verrouillée. Un frisson m'a parcouru l'échine. S'il vous plaît, a-t-il dit en me montrant le siège en face du sien. Avant de procéder, j'aurai besoin de 2 formes d'identification et d'un scan biométrique. J'ai obtempéré. Permis de conduire, passeport, empreinte digitale. Le scanner a bipé doucement, puis est devenu vert. Il s'est levé, s'est dirigé vers le coffre-fort et l'a ouvert lentement. Je pouvais entendre mon cœur battre au-dessus du bourdonnement de la ventilation. De l'intérieur, il a sorti un dossier compact relié en cuir et une petite clé USB scellée. Il les a délicatement placés devant moi. J'ai tendu la main, n'hésitant qu'une seconde avant d'ouvrir le dossier. Il y était, le testament de mon père, complété par des documents de sa société holding privée. J'ai parcouru. Bénéficiaire unique, Méric Dalton. J'ai cligné des yeux. Les chiffres de l'évaluation. J'ai dû les relire 2 fois. Ce n'était pas seulement de la richesse. C'était du contrôle. Plein droit, pas de stipulation, pas de conditions. Une note pliée était glissée à l'arrière. Ne révèle cela que lorsque tu seras certain de qui est avec toi et qui est contre toi. J'ai avalé difficilement. Il savait. Il savait tout ce qui pourrait arriver ensuite. Que quelqu'un, peut-être plus d'un, essaierait de me le prendre, de le déformer, de m'effacer de ma propre lignée. Je me suis adossé à la chaise, laissant le poids de la situation s'installer. Toutes ces années, j'avais supposé que j'étais la note de bas de page de la famille, le silencieux, le facile, celui qui s'était retiré des jeux de pouvoir il y a longtemps. Mais il avait vu quelque chose de différent, et maintenant il avait fait de moi le gardien de tout cela. Dehors, le soleil de fin d'après-midi avait de nouveau changé.
Les ombres dans la pièce s'étiraient plus longtemps sur le sol alors que je rangeais soigneusement les documents dans le dossier et que je me levais pour partir. Le trajet de retour a été silencieux, mais mes pensées ne l'étaient pas. La voix de Céleste résonnait dans ma tête. Il est inoffensif et il paie la moitié des factures. Et le commentaire de Clive dans le chat de groupe, faites-le paraître dépendant. Tout s'alignait maintenant. L'urgence, la coordination, les pièges juridiques subtils. Ils essayaient de me pousser à signer avant que quoi que ce soit sur mon héritage ne puisse devenir public, essayant de saper ma position, de façonner le récit. Ils pensaient que j'étais pris au dépourvu. Ils n'avaient aucune idée. En arrivant dans l'allée, j'ai remarqué la voiture de Céleste déjà garée. J'ai jeté un coup d'œil à l'heure, juste avant 17h30. Le ciel s'était adouci en cette lueur orange poussiéreuse qui ne semble exister que dans les fins d'après-midi du Texas. À l'intérieur de la maison, l'air sentait faiblement son parfum. Elle se tenait près du comptoir de la cuisine, vêtue d'un chemisier bleu ardoise que je n'avais jamais vu auparavant, les cheveux coiffés, le rouge à lèvres frais. Elle avait l'air préparée. Pas pour le dîner, pour autre chose. Et, dit-elle en souriant légèrement. Tu es de retour. Ouais. Elle a attrapé un dossier derrière elle. J'ai besoin que tu signes quelque chose. Juste une formalité. La façon dont elle l'a dit, trop désinvolte, comme si elle essayait de ne pas en faire trop. Qu'est-ce que c'est? Elle me l'a tendu avec un air d'aisance répété. Accord financier provisoire, juste pour garder les choses claires pendant qu'on règle la paperasse. Le haut du document était assez simple, mais vers le bas, enfoui dans un bloc de jargon juridique dense, une ligne arrêtée nette. Reconnaît la dépendance financière aux actifs et revenus fournis par la succession de la famille Mercé. J'ai levé les yeux vers elle, mon cœur battant derrière mes yeux. Pourquoi aurais-je besoin de signer ça? Elle a incliné la tête, haussant à moitié les épaules. C'est juste plus clair pour les avocats. Mes parents veulent être clairs sur la façon dont les choses ont été gérées financièrement. Tu sais comment ils sont, soignés et boutonnés. Je n'ai pas répondu parce que je voyais maintenant. Si j'avais signé ça hier, avant d'ouvrir le coffre-fort, avant de lire la lettre de mon père, j'aurais essentiellement confirmé tout leur argument selon lequel j'étais indépendant, un vagabond, qu'ils m'avaient soutenu, et cela aurait tenu devant un tribunal. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, a-t-elle ajouté en prenant un stylo. Signe juste et on en aura fini. J'ai posé le dossier à plat sur le comptoir et je n'ai pas touché le stylo. J'aurai besoin de temps pour l'examiner. Elle a cligné des yeux, clairement prise au dépourvu. Il n'y a pas besoin de faire traîner ça, Méric. Sa voix s'est tendue. Son sourire a vacillé. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui n'était pas de la suffisance. C'était de la peur. Je me suis tourné et je me suis dirigé vers le bureau. Elle m'a appelé. Plus sèchement maintenant, d'un ton sec. Méric, ne rend pas ça plus difficile que ça ne doit l'être. Mais je ne me suis pas arrêté. Il pensait que je ne le verrais pas. Il pensait que je continuerais à jouer l'idiot. C'était leur premier piège. Ce ne serait pas le dernier. Je venais de poser le dossier sur mon bureau quand mon téléphone s'est de nouveau allumé. Le nom de Clive, pas sa ligne personnelle, le numéro du bureau que je n'avais pas vu depuis avant Thanksgiving. Le même numéro qu'il utilisait quand les choses devaient paraître professionnelles. Je ne voulais pas répondre, mais quelque chose en moi me disait que je devais savoir ce qu'il tramait. J'ai appuyé sur accepter. Méric. Sa voix était mielleuse, trop joyeuse. Gros malentendu tout à l'heure. Tu devrais passer au clubhouse. On fait une petite réunion. Rien de formel. Viens éclaircir les choses. Prends un verre. On est tous amis ici. Son choix de mots était délibéré. Éclaircir les choses. Amis. Ça sonnait comme un appât enveloppé de velours. Mon instinct me disait de raccrocher, de rester à la maison, de verrouiller les portes et de creuser plus profondément dans les dossiers de la banque. Mais une autre partie de moi, une que je n'avais pas écoutée depuis longtemps, parlait plus fort. Tu dois le voir. Tu dois les regarder te mentir en face pour comprendre jusqu'où ils sont prêts à aller. Je serai là dans 30 minutes, ai-je dit, la voix plate. J'ai raccroché, j'ai pris mes clés et j'ai glissé dans ma veste. Céleste se tenait dans le couloir, les bras croisés, faisant semblant de vérifier son téléphone. Tu vas quelque part, a-t-elle demandé sans lever les yeux. Ouais, ai-je dit.
Je rencontre quelqu'un. Elle n'a pas demandé qui, ce qui m'a dit qu'elle savait déjà. Je n'ai pas pris la peine d'en dire plus, je suis juste sorti, l'odeur de son parfum traînant derrière moi comme un avertissement. Le soleil était couché et les lampadaires étiraient leur lueur orange sur les routes alors que je conduisais. La ville semblait plus calme que d'habitude pour un vendredi. Ou peut-être que c'était juste moi. Trop tendu, trop conscient, trop fatigué. Le clubhouse n'était pas loin. Un pseudo-country club huppé que la firme de Clive louait pour le réseautage et les mondanités. J'y étais déjà allé, à l'époque où il faisait encore semblant que j'y avais ma place. Ce soir, le parking était plein. Trop plein. Je me suis garé sur le côté, près du chemin bordé de haies. Au moment où je suis sorti, des rires ont flotté dans l'air, forts, forcés, comme une piste de rire de sitcom avec le volume à fond. À l'intérieur, le bar était animé. Lumière chaude, surface polie, verre en cristal captant la lumière comme de petits pièges. Des gens que je reconnaissais à peine, de vieilles connaissances professionnelles, des cousins éloignés de Céleste, les collègues de Clive, m'ont salué avec de minces sourires et des hochements de tête trop empressés. Méric, a appelé l'un d'eux en me tapant sur l'épaule. Content que tu sois venu, mon gars. Trop content. Il y avait quelque chose de bizarre dans leurs yeux. De la sympathie. Non, de la pitié. De la pitié jouée. Comme s'ils savaient quelque chose que je ne savais pas, ou pensaient que je ne savais pas. J'ai balayé la pièce du regard. Puis j'ai repéré Clive près du fond, tenant la cour près du bar. Les manches de sa chemise retroussées, son verre levé, tout en confiance et en eau de Cologne. Méric, a-t-il appelé en s'approchant. Tu es venu? C'est génial. Il a passé un bras autour de mon épaule, ferme, possessif, et m'a dirigé vers le centre de la pièce. Content que tu sois là, a-t-il répété, plus fort maintenant. On s'est tous inquiétés pour toi. Je me suis doucement dégagé, feignant un demi-sourire. Ouais, j'en suis sûr. Puis c'est arrivé. Clive a tapoté une cuillère contre un verre. Pigne, pigne, et a élevé la voix. Tout le monde, un petit mot. La pièce s'est tue. Pas silencieuse. Il y avait encore le tintement des glaçons, le bruit des pas, mais il était clair qu'il avait leur attention. Clive a levé son verre. On sait tous que Méric traverse une période difficile en ce moment. Des virages inattendus, n'est-ce pas? Un léger rire a parcouru la foule. Il a souri, ses yeux balayant la pièce comme un animateur présentant un magicien. Et vous savez, Céleste nous a dit qu'il avait du mal à joindre les deux bouts, alors on a décidé de l'aider un peu. Juste quelque chose de petit. Il a fait un geste vers une table près de la cheminée. Une pile d'enveloppes, de cartes cadeaux, de chèques, d'argent liquide. Une petite collecte de fonds, a-t-il dit en rayonnant. Pour le remettre sur pied. La foule a éclaté en applaudissements. Quelqu'un a sifflé. Quelques-uns ont même crié des choses comme « On est là pour toi, mon pote » et « Tiens bon ». Mes pieds n'ont pas bougé. Mes bras pendaient, inutiles, à mes côtés. Le monde autour de moi s'est brouillé sur les bords alors que la chaleur me montait au cou. Ce n'était pas de la charité. C'était la guerre. Ils avaient fabriqué une histoire parfaite. Méric Dalton, le mari perdu, le fardeau financier, la pauvre âme tombée dans le malheur. Et maintenant, ils en faisaient un spectacle, non par gentillesse, mais par stratégie. Myriam, dans le coin, tenait son téléphone, filmant le tout, souriant comme si elle capturait une réunion de famille. Je me suis tourné vers Clive. Son sourire était aiguisé. Et à ce moment-là, quelque chose s'est fissuré. Pas de manière forte et dramatique, mais un claquement silencieux et net à l'intérieur de moi. Ils n'essayaient pas seulement de me prendre ma dignité. Ils essayaient de l'enregistrer. J'ai fait un pas en avant. La pièce s'est immobilisée. Ils s'attendaient à une explosion, une crise de colère, une confirmation de l'étiquette, instable, qu'ils cousaient dans le récit. J'ai inspiré lentement, régulièrement. Ma poitrine brûlait d'humiliation, mais je ne leur ai pas donné ce qu'ils voulaient. Pas encore. J'ai regardé autour de la pièce, j'ai tenu chaque regard un peu plus longtemps que nécessaire. Puis j'ai marché jusqu'à la table, j'ai pris l'une des enveloppes, j'ai lu le nom dessus, puis je l'ai délicatement reposé. Je me suis tourné vers Clive, je me suis approché. Il s'est penché, suffisant et satisfait. Son haleine sentait le whisky. Tu signes l'accord demain, a-t-il murmuré.
Ou ça empirera. J'ai rencontré son regard. Il ne savait toujours pas ce que j'avais vu aujourd'hui. Ce que je tenais maintenant dans mon bureau à la maison, ce que mon père m'avait laissé. Il pensait toujours que je jouais en défense. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste passé devant lui, hors de la pièce, dans la nuit. Leur rire bourdonnait derrière moi comme des mouches. Ça piquait, mais ça ne me touchait plus de la même manière. Parce que j'avais enfin tout vu, chaque angle, chaque masque. Ils avaient essayé de faire de moi un symbole de faiblesse. Au lieu de cela, ils m'avaient donné de la clarté. J'ai atteint la voiture, la main tremblant juste légèrement en tournant la clé dans le contact. Mais alors que je prenais la route et que je retournais vers la maison, des phares sont apparus dans mon rétroviseur. Proche. Trop proche. Et je n'ai réalisé qu'en arrivant dans mon allée que quelqu'un m'avait suivi. Je me suis garé dans l'allée, les phares toujours éblouissants derrière moi. Ils ne se sont pas éteints. Personne n'a klaxonné. Aucune portière ne s'est ouverte. J'ai attendu un moment. Le moteur tournant. La main posée sur le levier de vitesse, prêt à reculer si nécessaire. Puis la portière du conducteur de la voiture suiveuse a grincé. Un homme en est sorti, la quarantaine, grand, mince, portant un blazer bleu marine sur une chemise froissée. Il tenait un mince dossier sous un bras comme s'il pouvait exploser s'il le serrait trop fort. Son visage était illisible, mais sa posture était prudente, comme s'il savait que ce ne serait pas une conversation amicale. Il a levé la main. « Monsieur Dalton ?» J'ai baissé ma vitre à moitié, gardant la voiture en marche. « Qui demande ?» Il a fait un pas en avant, mais ne s'est pas trop approché. « Je m'appelle Thomas Landry. Je suis de Holloway & Pierce. Votre père a travaillé avec nous de temps en temps au fil des ans. » J'ai plissé les yeux. « Vous m'avez suivi depuis le clubhouse ?» Il a fait un petit signe de tête. « J'essaie de vous contacter depuis plus d'une semaine. Téléphone, email, quelqu'un a intercepté mes messages. » La façon dont il l'a dit, ce n'était pas une supposition. C'était une déclaration. J'ai coupé le moteur et je suis sorti de la voiture, en croisant les bras. « Vous avez 5 minutes. » Il a jeté un coup d'œil autour de lui, a baissé la voix. « Je préférerais parler à l'intérieur, mais si vous êtes plus à l'aise ici. » J'ai fait un geste vers le porche. « Parlez. » Nous nous sommes assis aux extrémités opposées de la balançoire. Thomas a posé le dossier sur ses genoux et a expiré comme s'il avait retenu une tempête. « Votre père, a-t-il commencé, à apporter des modifications juridiques substantielles à sa succession avant de décéder. Des changements concernant la succession, la protection des actifs, les participations de l'entreprise. Très peu de gens le savaient. J'étais l'un d'eux. Je n'ai pas interrompu. Il a poursuivi, nous devions programmer une annonce formelle, une divulgation au conseil d'administration, aux partenaires, à la famille. Cette annonce n'a jamais eu lieu. Ma gorge s'est nouée. Parce qu'il est mort. Oui, et parce que, il a fait une pause. Quelqu'un a agi rapidement pour supprimer les documents restants. La famille de Céleste, ai-je dit sèchement. Il a hoché la tête. Ils ont fait plusieurs demandes à notre bureau sous divers noms. L'un d'eux a même prétendu être votre conseiller juridique. On l'a attrapé, mais ça a suffisamment attiré l'attention pour que je commence à creuser plus profondément. Thomas a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des emails imprimés, des mémos juridiques, et en haut, une copie d'un accord de non-divulgation portant le blason de la famille Dalton, que je n'avais jamais vu auparavant. Ceci, a-t-il dit, était censé être détruit, mais j'ai gardé une copie juste au cas où. Et il s'avère que juste au cas où, c'est maintenant. J'ai feuilleté les pages, parcourant les lignes d'objets. Puis je l'ai vu. Un fil de mai entre Myriam McAdams, la mère de Céleste, et un cabinet d'enquête privé basé à Houston. Sujet, demande de vérification urgente, Merrick Dalton. 6 juin des rapports fabriqués, des évaluations de santé mentale, des notes suggérant que j'étais émotionnellement instable et financièrement imprudent. Mon sang s'est glacé. Il y avait des phrases comme « présente des crises de colère irrationnelle » et « antécédent d'instabilité ». Tout était faux. Tout était signé comme « préoccupation psychologique préliminaire » avec un faux nom de thérapeute. J'ai regardé Thomas. Ils allaient présenter ça au tribunal. Pire, a-t-il dit. Ils allaient le divulguer, vous salir publiquement d'abord,
puis passez à geler votre accès aux actifs. Je me suis adossé, agrippant la balustrade du porche. Thomas a tapoté une clé USB nichée dans le dos du dossier. Ceci contient un appel enregistré d'aujourd'hui. Myriam a laissé un message vocal par accident. Ou peut-être qu'elle pensait avoir raccroché. Il a hésité. Elle se vante. Elle dit, et je cite, « Après ce soir, le tribunal nous mangera dans la main. » Mes poings se sont serrés. Ils n'essayaient pas seulement de me faire du mal. Ils essayaient de m'effacer. Thomas s'est penché en avant, la voix basse. C'est suffisant pour un procès en diffamation, peut-être une fraude criminelle, mais plus important encore, c'est suffisant pour les arrêter net si nous agissons rapidement. J'ai hoché lentement la tête, l'esprit en ébullition. Il ne s'agissait plus de réagir. Il s'agissait de diriger. J'ai fait entrer Thomas. Nous avons étalé les documents sur la table de la salle à manger, les alignant comme des pièces de puzzle, trouvant enfin leur forme. Les dossiers d'héritage, les évaluations psychiatriques falsifiées, le piège de la collecte de fonds au clubhouse, le message vocal, même la tentative d'intercepter les communications. Thomas avait documenté chaque tentative de message échoué avec des horodatages et des captures d'écran. C'était béton. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Pourquoi apporter ça ce soir? Parce qu'ils ont déposé une requête d'urgence auprès du tribunal de la famille ce soir, a-t-il dit, affirmant que vous êtes incapable de gérer les biens communs. Mon estomac s'est noué. Ils veulent un contrôle temporaire sur les finances conjugales. Une fois que ce sera accordé, ils intensifieront, passeront à l'invalidation de votre héritage, diront que vous êtes mentalement inapte, que vous avez fabriqué le testament, tout. Et si je n'avais pas vu ça, ai-je demandé. Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Je me suis levé, passant une main sur mon visage. Puis j'ai levé les yeux, un calme montant en moi. Pas de la paix, pas tout à fait, mais quelque chose de plus aigu. De la détermination. Ils ont fait une erreur, ai-je dit. Thomas a incliné la tête. Quelle partie? Il pensait que j'allais céder. J'ai rassemblé les papiers dans le dossier. On dépose demain. Première chose, a-t-il dit. Et on le fait publiquement. Quand Thomas est parti, la maison était silencieuse. Trop silencieuse. Je suis entré dans le salon et je l'ai vue, Céleste, assise sur le bord du canapé, les bras croisés, la mâchoire tendue. Elle portait toujours la même tenue que tout à l'heure, mais maintenant sa posture criait l'attente. Elle attendait. Où étais-tu? A-t-elle demandé, la voix sèche. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement passé devant elle et j'ai délicatement posé le dossier sur la table basse. Ses yeux se sont posés dessus, puis sur moi, puis de nouveau dessus. Sa voix s'est brisée. Méric, qu'est-ce que c'est? Je me suis assis en face d'elle, les coudes sur les genoux, la regardant sans parler. Elle a bougé sur son siège, visiblement mal à l'aise. Tu ne sais pas ce que tu fais, a-t-elle dit en essayant de paraître en contrôle. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Oh, ai-je dit, presque trop doucement. Je comprends plus que tu ne le penses. Elle s'est figée. Pendant un instant, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des semaines. De la peur. De la vraie peur. Et puis, de l'embrasure de la porte derrière elle, son père est entré dans la pièce, souriant comme s'il croyait toujours être en contrôle. Son père entra d'un pas lent et confiant, comme si la maison lui appartenait et que je n'empruntais que de l'espace. La lumière du porche éclaira son visage, lui donnant cette certitude polie qu'il portait toujours comme un signe. Il jeta d'abord un coup d'œil à Céleste, puis au dossier posé sur la table basse avant de fixer ses yeux sur moi. « Méric, dit-il en lissant le devant de sa veste. Il faut qu'on parle. Cette petite résistance de ta part. Ça se termine ce soir. » Son ton n'était pas colérique. Il était managérial, de la même manière qu'un PDG corrige un employé qui sort du rang. Céleste plana derrière lui, pâle et prise entre la peur et l'irritation. Comme si elle ne savait pas s'il fallait se tenir à ses côtés ou se retirer. Je restais immobile. Pas de voix haute, pas de mouvement brusque, juste de la concentration. Il s'approcha et posa une liasse de papier sur la table. « Tu signes ça ?» dit-il en tapotant la première page. Et tout reste calme. Céleste s'en va sans histoire. Tu évites un spectacle très public. La menace n'était pas cachée. Elle était enveloppée de courtoisie.
J'ouvris le paquet lentement, non pas pour le lire, mais pour faire comprendre que je n'étais pas intimidé. Puis je le refermai et le fis glisser de l'autre côté de la table. Je ne signerai rien, dis-je, la voix égale. Sa mâchoire se crispa. Ne rend pas ça plus difficile que ça ne doit l'être. Mais l'équilibre avait déjà changé. Il ne le savait pas encore. Je pris mon propre dossier, le posai délicatement à côté du sien et l'ouvris assez largement pour qu'il puisse voir la première page. Ses yeux se baissèrent, puis s'écarquillèrent. Il y était. La documentation de l'héritage me nommant unique successeur, suivi des rapports comportementaux fabriqués, puis des emails interceptés, puis de la transcription du message vocal, sa femme se vantant de manipuler le tribunal. Céleste halta, la confiance de son père se fissura comme du verre sous la chaleur. Vous aviez prévu de me ruiner, dis-je doucement. Mais maintenant, vous m'avez donné tout ce dont j'ai besoin pour montrer exactement ce que vous avez fait. Il essaya de se ressaisir. Tout ça est sorti de son contexte. Je secouai la tête. Le contexte n'importera pas à un juge, ni au barreau, ni à la presse économique. La voix de Céleste tremblait. Méric, s'il te plaît. On peut en parler. On peut arranger ça. Mais ses larmes ne m'émurent pas cette fois. J'en avais fini de confondre l'émotion avec l'honnêteté. Je la regardai dans les yeux avec une clarté calme. Tu aurais pu me parler. Tu as choisi la trahison à la place. Elle tressaillit, comme si la vérité elle-même l'avait frappée. Son père referma le paquet d'un coup sec et se redressa. Tu auras des nouvelles de notre avocat. Non, répondis-je. Vous aurez des nouvelles du mien. Le poids de cette phrase pesa lourdement entre nous. Il ne discuta pas. Il attrapa simplement les papiers, évitant mon regard, et se dirigea vers la porte. Céleste s'attarda. Un pied pointé vers la sortie. L'autre toujours ancré au sol, attendant, espérant peut-être que j'offrirais quelque chose pour adoucir le coup. Le pardon, une excuse. La faiblesse. Je ne lui donnai rien d'autre que l'honnêteté. Au revoir, Céleste. Elle inspira brusquement, puis sortit sans regarder en arrière. La porte se referma derrière elle avec un léger déclic, et la maison bascula dans une immobilité inhabituelle. Pour la première fois depuis des mois, le silence n'était pas hostile. Il n'était pas jugeant ni lourd d'attente. Il était simplement silencieux. Je m'assis, les coudes posés sur mes genoux, laissant l'épuisement m'envahir. Je ne célébrais pas. Il n'y avait pas de victoire dans ce qui s'était passé. C'était de la survie. Mais la survie porte son propre triomphe silencieux. Les heures passèrent. Vers l'aube. Une pâle lumière du soleil filtra à travers les stores, projetant des bandes chaudes sur le sol du salon. Je pensais à mon père, à sa lettre, à sa confiance, à sa conviction que je portais quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Pour la première fois de ma vie, j'y crus aussi. Je sortis sur le porche. L'air matinal semblait plus frais, presque plus pur, comme si quelque chose de lourd s'était enfin dissipé. Le quartier se réveillait à peine. Je pris une lente inspiration, sentant quelque chose s'installer en moi. Pas la vengeance, pas le triomphe, la liberté. Je rentrai dans la maison, le soleil réchauffant mes épaules, et pour la première fois depuis des années, je sentis que ma vie m'appartenait enfin.